Tintin est certainement l'un des personnages les plus connus de la bande dessinée dans le monde. Il est apparu le 10 janvier 1929 dans les colonnes d'un journal catholique belge, le XXe siècle, et plus exactement dans un supplément hebdomadaire appelé le Petit Vingtième, dédié à la jeunesse. Son créateur est un certain Georges Remy, plus connu sous le pseudonyme d'Hergé. S'adressant donc à de jeunes enfants ou adolescents, Hergé crée de toutes pièces un héros qui leur ressemble. En effet, Tintin est un jeune reporter qui a vraisemblablement une quinzaine d'années, son âge n'étant jamais réellement spécifié dans les albums. Il est facilement identifiable à sa houppette et à son pantalon de golf, qu'il finira par troquer pour un jean dans le tout dernier album Tintin et les Picaros. On ne lui connaît ni parent ni petit ami, le manque de personnages féminins dans l'univers de Tintin sera d'ailleurs souvent reproché à Hergé. Cela dit, il est accompagné dès sa première apparition de son chien, le fidèle Milou, un fox terrier à poil dur et à la robe blanche. Sa toute première aventure se situe dans la Russie soviétique des années 30, d'où son titre, Tintin au pays des soviets. Au fil de ses aventures, il va être le témoin des horreurs qui se déroulent dans ce pays tenu d'une main de fer par les communistes, et leur dirigeant le terrible Staline. L'idée d'envoyer le jeune journaliste bruxellois en Russie ne revient pas à Hergé lui-même, mais plutôt à son patron, qui dirige le journal dans lequel il travaille, et qui se nomme l'abbé Wallet, un farouche conservateur connu pour son antisémitisme et son admiration pour Mussolini, et qui sera d'ailleurs arrêté en 1944 pour collaboration et condamné à 5 ans d'emprisonnement. L'idée d'envoyer Tintin en Russie n'est donc pas le fruit du hasard, c'est même plutôt l'inverse. Le but de l'abbé Wallet est, je dirais, plutôt propagandiste. Il s'agit en effet de donner les moyens au jeune dessinateur qui est Hergé à l'époque de façonner en images un véritable pamphlet anticommuniste. Cette critique du régime soviétique reste tout de même sur le ton de l'humour, et les gags anticommunistes commandés par l'abbé Wallet sont là pour rendre plus sympathique le héros afin que les enfants puissent s'identifier à ce dernier. Et ça marche. Très vite, les aventures de Tintin, découpées en un véritable feuilleton, vont connaître un succès phénoménal auprès de la jeunesse belge, à tel point que le journal va même orchestrer un faux retour de Tintin, revenu du pays des soviets, en engageant un comédien qui lui ressemble. Hergé n'est pas vraiment d'accord, mais comme l'abbé Wallet est séduit, l'événement s'organise. Là encore, c'est un succès. Les photos publiées au lendemain du 30 mai 1930 montrent un Tintin au milieu de la foule qui est venu l'attendre à la gare où son train vient d'arriver en provenance de Russie. Le patron d'Hergé comprend très vite tout le bénéfice qu'il va pouvoir tirer d'un héros aussi populaire. Du coup, pour sa seconde aventure, il décide de l'envoyer en Afrique, et plus exactement au Congo, qui est à l'époque une colonie belge. Dans cet album, accusé régulièrement de colonialisme et de racisme, il va s'attaquer à démanteler un véritable réseau de trafiquants de diamants dirigé par un certain Al Capone. Le célèbre reporter va le combattre, si je puis dire, sur son propre terrain dès l'année 1932, puisqu'il va se rendre en pleine prohibition à Chicago, au lieu de la pègre américaine, et ce dans le troisième album intitulé Tintin en Amérique. Nouveau succès populaire fracassant, ce qui permet à Hergé de s'affranchir un peu plus à chaque fois du fameux abbé Wallet. Est à signaler tout de même que ces premières éditions de Tintin sont en noir et blanc. Elles ne seront colorisées que bien plus tard lors de rééditions largement remaniées, tant au niveau de l'histoire que des personnages. Le style et le coup de crayon d'Hergé va encore évoluer jusqu'à aboutir à la fameuse ligne claire qui fera sa renommée et sa marque de fabrique, inspirant par la suite toute une génération de dessinateurs. Hergé s'attache en tout cas à chacune des parutions à coller au plus près à l'actualité et aux événements politiques des années 30. Ainsi, dans Les Cigares du Pharaon, album sorti en 1934, il évoque l'égyptomania qui a déferlé sur le monde depuis la découverte du tombeau de Toutankhamon, alors que dans Le Lotus Bleu, qui date de 1936, il nous fait part des luttes politiques en Extrême-Orient, en lien avec l'impérialisme japonais. Au fil des pages, au fil des albums, Tintin va vivre des aventures à la fois extraordinaires et rocambolesques. Il va par exemple voyager jusqu'en Amazonie à la recherche d'une statuette volée dans l'album de l'oreille cassée, survivre à une malédiction inca dans les 7 boules de cristal et le temple du soleil, découvrir un trésor de pirate dans le secret de la licorne et le trésor de Rackham le Rouge, s'embarquer sur une fusée dans Objectif Lune et on a marché sur la Lune, sauver son ami Chang des griffes du Yeti, ou bien rencontrer des extraterrestres dans Vol 714 pour Sydney. Au départ assez esselé, hormis la présence bien évidemment du sympathique Milou, Tintin va faire la connaissance de toute une galerie de personnages tous plus loufoques les uns que les autres. Galerie dans laquelle on retrouve pêle-mêle les Dupont apprentis policiers, le capitaine Haddock, l'acolyte alcoolique, Nestor, le valet du château de Moulinsart, la Castafiore, alias le rossignol milanais, ou bien le professeur Tournesol à la surdité légendaire. À cela s'ajoutent des méchants tels que Rastapopoulos, le docteur Muller, ou bien le lieutenant Alan. Ces personnages, en venant se greffer à l'univers de Tintin,
vont permettre à Hergé de créer une sorte de monde nouveau, à la fois imaginaire et hors du temps. Tout cela parfois au détriment des enjeux politiques, qui s'effacent, ou du moins sont nettement moins prononcés que dans les premières aventures. Sans compter les rééditions d'albums, où l'auteur décide volontairement d'effacer des références historiques ou politiques trop précises ou trop marquées. C'est là toute l'ambiguïté du personnage d'Hergé. On a affaire ici à la fois à un homme complexe et tourmenté, difficile à cerner, qui semble avoir été profondément marqué dans son enfance par un père aux origines floues, par une mère au versant dépressif très marqué, et une éducation catholique relativement stricte. Mais on a également face à nous un artiste ambivalent, qui a d'ailleurs été inquiété à la Libération et soupçonné de collaboration, du fait de sa présence au sein d'un journal tenu par l'occupant allemand dans les années 1940. Tout cela a sans doute été déterminant dans sa vie, accentuant un peu plus le caractère sombre et secret du dessinateur belge. Hergé décède le 3 mars 1983, à l'âge de 75 ans. Comme il avait décidé de son vivant, son œuvre s'arrête avec lui. Désormais, il n'y aura plus de parution de nouveaux albums. Des anciens collaborateurs qui œuvraient au sein des studios Hergé auraient sans doute espéré faire revivre l'œuvre de leur patron, mais la veuve de ce dernier, Fanny Remy, ayant dissous les ateliers pour faire place à la fondation Hergé, la question ne se pose plus. Elle décide cependant que l'Alphare, dernier album inachevé d'Hergé, se situant dans le monde de l'art, pourra être publié, mais dans l'état laissé à la mort de son créateur. Tintin, en traversant les époques, a su conserver sa popularité et dépasser le simple cadre de la bande dessinée, au point que des réalisateurs célèbres tels que Steven Spielberg ou Peter Jackson ont décidé d'adapter au cinéma les aventures du jeune reporter. Tintin continue donc de fasciner les lecteurs du monde entier et de tout âge, à l'image de son fameux slogan publicitaire s'adressant aux jeunes de 7 à 77 ans. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à mettre un pouce vers le haut, à la partager ou même à vous abonner. Vous pouvez également laisser un petit commentaire sur les différents réseaux sociaux de la chaîne. Encore merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.